Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un entretien récent, celui du capitaine Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, donné lors de sa visite en Russie. La base de notre discussion, c'est une transcription des extraits en fait de la grande interview. Notre objectif, essayer de dégager les points clés de sa vision pour le Burkina, ses partenariats actuels et puis les priorités nationales qu'il met en avant. Alors, le contexte de la visite, c'était le 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme. Le capitaine Traoré était donc à Moscou. Il a assisté à la parade du 9 mai. Qu'est-ce que ça nous dit, cette présence ? C'est très symbolique, évidemment. Au-delà de la commémoration pure, ça vient rappeler une histoire partagée, la contribution africaine, souvent oubliée d'ailleurs, aux côtés des soviétiques contre le nazisme. Et puis surtout, ça marque une volonté claire de renforcer les liens actuels avec Moscou. D'ailleurs, dans l'interview, il parle de son intérêt pour le matériel militaire russe. Il est assez impressionné par l'évolution du vieux char T-34 jusqu'aux engins très modernes. Il a même cité une nouvelle arme, le Ruchnik. C'est ça mon... Oui, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est comment cette admiration, elle semble nourrir une ambition très nette, développer une capacité de défense propre au Burkina Faso. Autonome, d'accord. Et ça s'inscrit bien dans le renforcement des relations bilatérales dont on parlait. Les axes, c'est la défense, la sécurité, bien sûr, mais il mentionne aussi l'éducation et potentiellement le commerce bientôt. Même si les rencontres avec le président russe étaient brèves, c'est ça ? Oui, brèves, mais décrites comme fraternelles, selon les termes utilisés. Ça suggère quand même une volonté d'aller plus loin, quoi. Alors, ce rapprochement avec la Russie, c'est une chose. Mais sur le plan intérieur, au Burkina, quelles sont les priorités qu'il met en avant ? On parle de l'or, mais il semble insister sur autre chose. Oui, en effet, l'interview met vraiment l'accent sur ce qu'il appelle une offensive agricole. L'objectif est double. D'abord, l'autosuffisance alimentaire, ce qui est absolument crucial pour le pays, et ensuite, développer l'exportation agricole. Il reconnaît que les réformes, c'est difficile, notamment dans l'agriculture et les mines, mais il les juge nécessaires. L'idée de fond, c'est vraiment de transformer sur place, d'industrialiser localement. Et la Russie, elle intervient là-dedans aussi ? Elle soutient cette stratégie ? Oui, c'est ce qui ressort. Le soutien ne serait pas uniquement militaire, il parle explicitement de formation technique et professionnelle comme un axe de coopération. Ah oui ? Oui. Et d'un intérêt pour les sciences, maths, physique, chimie, avec une demande pour un enseignement supérieur qui s'inspirerait un peu du modèle russe. Et puis, sur le commerce, l'idée serait de relancer les échanges directs qui étaient interrompus depuis l'époque Sankara, notamment pour les produits agricoles du Burkina. Parlons un peu sécurité, parce que c'est évidemment central. Traoré dit regagner du terrain, mais sa description de l'adversaire est particulière. Il ne parle pas juste de terrorisme, mais d'impérialisme. Comment on doit comprendre ça ? C'est vraiment un élément clé de sa lecture géopolitique. En qualifiant l'ennemi d'impérialisme, en disant que les combattants sont souvent étrangers, financés par des pays impérialistes, il cite même le Mali comme exemple où ce soutien serait visible. En fait, il place le conflit burkinabé dans un cadre beaucoup plus large. C'est-à-dire une lutte globale pour la souveraineté, surtout économique. Ce n'est plus juste une affaire locale de groupes terroristes, si vous voulez. C'est une vision. Et cette lutte pour la souveraineté, elle passe donc par de nouvelles alliances dans la région, à juger. Exactement. D'où l'importance qu'il accorde à l'Alliance des États du Sahel, l'AES, avec le Mali et le Niger. L'interview la présente comme une structure en plein développement, avec un objectif très fort, créer une monnaie commune. Il utilise le mot impérative. Impérative, oui. C'est fort comme terme. C'est très fort. Ça montre bien l'objectif de rompre avec certaines dépendances passées et d'asseoir cette fameuse souveraineté. Et dans cette réorganisation des alliances, forcément, la relation avec la France est questionnée. Comment est-ce qu'il explique cette baisse d'influence française ? Alors, selon ses mots, ça viendrait d'une vision paternaliste de la France, d'un refus de traiter d'égal à égal, de reconnaître l'initiative africaine. C'est une critique assez directe. D'accord. Et dans la foulée, il appelle les médias africains et aussi les partenaires comme le média russe qu'il interviewe à jouer un rôle pour l'éveil des consciences, pour contrer ce qu'il nomme les narratifs impérialistes. Montrer la vérité historique, dit-il. Un mot peut-être sur les relations avec les voisins ? L'incident du drone avec l'Algérie, il en parle ? Oui, il en parle. Il qualifie ça de regrettable et inamical. Ce sont ses termes. Mais il dit aussi que la porte reste ouverte au dialogue pour clarifier les choses. D'accord. Et pour l'AES, l'Alliance des États du Sahel ? Pour l'AES, l'heure semble être à la consolidation.
harmoniser les choses entre les 3 membres fondateurs avant de penser à un éventuel élargissement, même s'il y a peut-être de l'intérêt ailleurs. Bon, alors si on essaye de synthétiser tout ça, on a l'image d'un Burkina Faso qui est vraiment en train de redéfinir sa stratégie. Les mots-clés, ce seraient souveraineté affirmée, diversification des partenaires avec la Russie très en avant, priorité à l'autosuffisance agricole, industrialisation locale. Et une lecture géopolitique très axée sur cette lutte contre l'impérialisme. C'est ça. Exactement. Et tout ça, bon, ça nous amène à une question pour la suite, en fait. En cherchant aussi activement cette souveraineté, par ces nouvelles alliances, par cette rhétorique très forte, quels pourraient être les défis, les équilibres très complexes à gérer pour le Burkina, pour assurer à la fois la stabilité à l'intérieur et puis la réussite de son développement sur le long terme. C'est une réflexion qui reste ouverte, je crois. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des analyses assez pointues d'une interview récente du président Ibrahim Traoré. C'était lors de sa visite à Moscou. Ces textes, il décrypte sa vision surtout autour de l'Alliance des États du Sahel, l'AES donc, Burkina Faso, Mali, Niger. Et aussi, bien sûr, le panafricanisme et sa critique de ce qu'il nomme l'impérialisme. L'idée, c'est d'en extraire la substance, le message clé. Alors pour commencer, il y a un truc qui frappe tout de suite, cette présence de Traoré en Russie pour les 80 ans de la victoire sur le nazisme. C'est pas juste une visite de courtoisie, j'imagine. Assez clair, avec des pays qui affirment leur souveraineté, donc une rupture assumée avec l'ordre dit néocolonial. Ça colle parfaitement en fait, avec la logique de l'AES qui veut choisir ses partenaires, librement sans domination. D'accord. Et il y a aussi une dimension historique qui est mise en avant, non ? Oui, tout à fait. En rappelant la participation africaine, souvent un peu oubliée, à la libération de l'Europe. L'analyse suggère que Traoré, il pointe une sorte d'amnésie sélective et il critique une posture occidentale parfois condescendante. C'est une façon de remettre les choses en perspective, si on veut. Ce positionnement fort à Moscou, c'est donc lié à une vision plus large ? Je pense au panafricanisme, c'est très présent dans les extraits qu'on a vus. Absolument. L'analyse décrit un panafricanisme très actif, très volontariste. Traoré, il parlerait pas juste pour le Burkina. Non, il porterait une ambition pour toute l'AES, unité politique, une intégration militaire, économique aussi, qui serait poussée, avec même ce projet ambitieux d'une monnaie commune. On évoque aussi une coopération sud-sud qui serait renforcée avec la Russie, la Chine notamment. C'est présenté un peu comme une réactivation du rêve de figures comme Sankara ou Nkrumah, voilà. D'accord. Mais est-ce que ce panafricanisme, ça reste juste des idées ? Ou est-ce que l'analyse montre des choses concrètes sur le terrain ? Justement, c'est là que ça devient intéressant. L'accent est vraiment mis sur la matérialisation, des actions concrètes. Sécurité commune face au terrorisme, réforme agricole pour viser l'autosuffisance, le développement d'universités technologiques, coopération militaire. L'objectif final, tel qu'il est présenté dans ces textes, ce serait de sortir le Sahel d'une sorte de triple dépendance, monétaire, militaire et même culturelle. Et cette volonté d'autonomie, forcément, ça se heurte à ce que l'analyse appelle l'impérialisme. Oui, là, la critique est directe et assez virulente, d'après les propos rapportés. Traoré accuserait un impérialisme, surtout occidental, non seulement d'exploiter les ressources, mais carrément de créer, d'entretenir l'insécurité régionale, pour faciliter ce pillage en fait. L'analyse cite des accusations précises, des formateurs étrangers pour les groupes terroristes, l'accès de ces groupes à des technologies modernes, un sabotage économique et aussi médiatique. Ah oui, le sabotage médiatique. Ça nous amène au rôle des médias, qui semble crucial dans cette vision. Fondamental, oui. Les extraits montrent un Traoré qui cible nommément des médias occidentaux. RFI, France 24 sont cités. Ils sont accusés de manipulation, de diffuser un récit colonial. Il y aurait un appel très fort aux Africains. Prenez en main votre propre récit. Racontez votre histoire avec vos mots, selon vos intérêts. L'analyse va même jusqu'à parler d'une critique envers certains journalistes africains qui seraient perçus comme complices. Très clair. Et sur le plan économique, alors, comment ça se traduit, cette souveraineté intégrale ? C'est un peu le nerf de la guerre, on pourrait dire. L'analyse décrit une stratégie d'État très volontariste. Former massivement des ingénieurs, des techniciens locaux, bâtir une industrie nationale, y compris militaire, agroalimentaire, pour arrêter d'importer du blé, par exemple. Et surtout, transformer les matières premières sur place, le coton, l'or, pour garder la valeur ajoutée. C'est vu comme une vraie décolonisation économique, pilotée par l'État. Donc, si on résume un peu la perspective de ces documents, l'AES, c'est pas juste une alliance défensive,
C'est carrément une contre-offensive bien structurée. C'est tout à fait ça. L'interprétation qui domine dans ces textes, c'est celle d'une réponse systémique, organisée, face à ce qui est vu comme des siècles d'exploitation. Traoré en serait le porte-voix le plus audible aujourd'hui. Il mettra en lumière les contradictions supposées de l'Occident. L'analyse dit même que l'AES, c'est la première tentative sérieuse de désobéissance stratégique depuis les indépendances. Un panafricanisme qui ne se contente plus de protester, mais qui essaye de construire autre chose, activement. Au final, ce qui ressort de ces analyses, c'est l'image d'un projet assez cohérent. Une souveraineté totale, visée, oui, diplomatique, militaire, économique, et narrative aussi, portée par l'Alliance des États du Sahel et incarnée par des figures comme Traoré. C'est un vrai défi à l'ordre mondial actuel, on dirait. Tout à fait. Et ça s'inscrit dans une tendance plus globale. On voit plusieurs pays du Sud qui cherchent activement à diversifier leurs partenariats et à contester les récits dominants, ceux qui ont été imposés longtemps. Cette insistance sur la souveraineté narrative, c'est particulièrement révélateur des enjeux actuels, je trouve. Ce qui nous laisse avec une question pour la suite, une réflexion qui découle un peu de tout ça. Si la maîtrise du récit est si importante, quelle pourrait être la prochaine étape concrète pour les médias africains eux-mêmes? Comment peuvent-ils construire et diffuser cette nouvelle histoire panafricaine qu'ils appellent de leur vœu? Voilà, ça laisse matière à penser.